Bonjour, une petite vidéo pour vous donner les corrections du contrôle que je vous ai fait passer la dernière fois, il y a de ça 3 semaines, un mois, sur tout ce qui est lumière, et puis le chapitre aussi sur masse et volume, et donc les conversions, et qui a été relativement raté, hein, il faut dire le mot, puisque je crois qu'il y avait à peu près 8 de moyenne, et puis globalement, la leçon à mon avis n'était pas assez sue, et les réflexes, les automatismes des exercices sont aussi à revoir, il faut les refaire. Donc là, je vais vous donner la correction dans le but que vous refassiez ce contrôle que je vais vous donner vierge pour pouvoir vous entraîner pour le contrôle de vendredi. Et comme ça, vous aurez des explications et je vais revenir sur les éléments de cours qui ont toutes les chances sur lesquels j'ai toutes les chances de vous réinterroger ce vendredi. Donc déjà, dans l'exercice 1, il fallait préciser si les objets ci-dessous sont des sources primaires ou des sources secondaires de lumière. Et donc, dans le cas d'une source secondaire, me dire de quel type de réflexion il s'agit. Alors déjà, il faut se rappeler de la définition. Là, j'ai été assez déçu. J'ai vu beaucoup plus d'erreurs que de bonnes définitions. Je rappelle qu'une source primaire de lumière, c'est une lumière qui est produite par l'objet que vous voyez. Donc ici, les phares d'une voiture, il est évident que ce sont les phares qui produisent, enfin les ampoules qui sont à l'intérieur qui produisent la lumière. Et donc, forcément, c'est une source primaire de lumière. Hop, voilà. Donc c'est une source primaire de lumière. Quant au mur, au tableau là, au tableau blanc qui est sur le mur ici, bah lui il est éclairé, donc il ne produit pas la lumière. Il se contente simplement de la réfléchir. Donc c'est une source secondaire. Ensuite, on vous demande de préciser dans ce cas-là quel type de réflexion il s'agit. Comme c'est pas un effet miroir, ça veut dire que les rayons y partent dans tous les sens. Et à ce moment-là, c'est une réflexion dite diffuse. Donc on est sur une réflexion diffuse dans toutes les directions. Là, ici, un miroir, forcément, il n'émet pas de lumière, il se contente simplement de la renvoyer. C'est aussi une source secondaire. Et comme les rayons repartent tous avec un sens bien précis, et c'est pour ça qu'on voit une image dans le miroir, on parle ici de réflexion spéculaire, et donc, dans ce cas-là, c'est un effet miroir. Finalement, la télé qui est ici, eh bien, c'est une télé qui marche avec des LED, et elle émet sa propre lumière, donc c'est une source primaire de lumière. Voilà. Donc ça, c'est relativement simple, il s'agit simplement de retenir les définitions et de remettre en application ce que vous avez vu en cours. Ensuite, sur le deuxième exercice, il faut compléter avec les termes objet diffusant, source primaire et corps noir les phrases suivantes. Alors, je vous rappelle, déjà une chose, ce serait bien de me mettre des déterminants, parce que j'ai vu un nombre de fois incroyable, quand un objet absorbe toute la lumière reçue, on dit qu'il s'agit corps noir. Non, il s'agit d'un corps noir. Ce serait bien de mettre les petits mots de vocabulaire qui vont bien. Et là-dessus, je vous trouve particulièrement, comment dire, négligent. Et c'est dommage, parce qu'il y a un moment, le français, c'est aussi bien de savoir correctement s'exprimer. Donc, quand un objet absorbe toute la lumière reçue, on dit qu'il s'agit d'un corps noir. Et donc, je vous rappelle que dans le cours, un corps noir, c'est un objet qui absorbe toute la lumière. Il n'y a pas de réflexion. Ensuite, une source primaire, elle émet directement de la lumière, et ça, on vient juste de le voir. Et puis finalement, forcément, on en connaît deux, on connaît le troisième. Un objet diffusant, c'est un objet qui renvoie les rayons dans toutes les directions. Donc un objet diffusant, voici un. La lumière arrive, et la lumière, elle repart dans tous les sens. Ensuite, dans l'exercice 3, il fallait illustrer les schémas suivants. Alors un corps transparent, par définition, il laisse passer la lumière. Donc il fallait juste faire un rayon de lumière qui passe à travers et dire qu'il laissait passer la lumière. Un corps opaque, c'est l'inverse. Lui, soit il absorbe la lumière, soit il la réfléchit. Alors j'ai fait j'ai changé le schéma là juste sur cette partie-là pour bien dire que la lumière elle est absorbée progressivement. Donc même s'il y avait une petite flèche, c'est une flèche qui n'est pas traversante. Il n'y a pas de lumière qui passe à travers un corps opaque. C'est si vous prenez de l'acier, du bois, n'importe quoi, il n'y a aucune raison que la lumière elle passe au travers. Elle est absorbée très très rapidement, très proche de la surface. Donc il y a cette partie-là qui est observée et forcément on ne voit pas au travers. Et puis derrière un corps noir c'est la même chose qu'un corps opaque, si ce n'est qu'il n'y a pas de lumière qui réfléchit, toute la lumière est absorbée. Et après un corps noir éventuellement émet aussi sa propre lumière, mais il ne réfléchit aucun rayon. Les exercices 4, il fallait convertir les unités de masse, et puis ensuite exercice 5, les unités de volume. Alors là, il y a eu énormément d'erreurs, et donc je vais rappeler comment ça marche. Alors déjà, première chose, il faut absolument que vous regardiez ce que vous allez convertir. Bon, ça, dans l'ensemble, heureusement, vous avez pu lire. Donc là, des grammes. Et derrière, je prends le chiffre des unités. Et c'est celui-là que je mets dans la colonne qui correspond à l'unité de masse que j'utilise. Donc là, ici, je vais mettre le 0
dans la colonne des grammes et je vais mettre le 3 dans la colonne des décagrammes. Donc je vais voilà, avoir 30 grammes. Et ce que je vais faire derrière, je vais regarder en quelle unité je veux convertir. Et là, on va partir du principe que j'ai une virgule qui est derrière gramme. En fait, c'est 30,000 à l'infini grammes. Donc 30 grammes, c'est 30,0. Et cette virgule, ce que je vais faire, c'est que je vais la décaler et je vais la renvoyer jusqu'à arriver dans la colonne des kilogrammes. Donc, je vais rajouter aussi des zéros, parce que sinon ça ne ferait pas de sens de rien mettre dans ces colonnes-là. Je vais mettre un 0 ici, dans la colonne des hectogrammes, un 0 dans la colonne des kilogrammes, et une virgule. Et donc, je vais pouvoir dire que 30 grammes, c'est aussi 0,030 kilogrammes. Et je vais l'écrire comme ceci. Je vais faire exactement la même démarche là pour passer des hectogrammes au milligrammes, sauf que là, cette fois, je passe d'un plus grand à un plus petit, et donc je vais rajouter des zéros pour atteindre la colonne des milligrammes. Alors déjà, je reprends ici le chiffre des unités, même si c'est un 0, quelque chose, bah, ce 0 là, c'est le chiffre des unités, je vais le mettre dans la colonne des hectogrammes. Donc, je vais mettre comme ceci. Et puis la virgule qui est là, cette fois, je vais la décaler pour la mettre jusqu'au milligramme. Et il va falloir que je rajoute des zéros. Donc voilà la transformation que je vais faire. Et donc je vais lire le chiffre, enfin le nombre qui est là, c'est 46 500 milligrammes. Donc derrière, voilà, 46 500 milligrammes. Je vous interrogeais aussi sur les tonnes. Je crois que j'en avais parlé pendant le cours. Je me demande même si on l'avait pas mis dans les potentielles définitions. Une tonne, je rappelle que ça fait 1000 kilos. Il faut absolument que vous sachiez ça. C'est quelque chose, c'est une unité de masse qu'on utilise très régulièrement, la tonne. Et donc, vous devez connaître ce à quoi correspond une tonne. Donc, une tonne égale 1000 kilos. Ce qui fait que 4 tonnes est égal à 4000 kilos. Voilà. Et derrière, derrière j'ai complété tout le tableau. Et donc vous avez la correction et je vous invite à faire de même pour vous entraîner pour les exercices sur les conversions de masse et de volume, puisque ça retombera un petit peu moins long sûrement, puisqu'il y aura aussi toute la partie sur les mélanges dans le cadre du contrôle, mais ça va retomber pendant le contrôle. Si vous voyez éventuellement une erreur, si c'est possible que j'ai pu faire une erreur sur ces tableaux-là, n'hésitez pas à me le signaler, je corrigerai. Et donc, pour ce qu'on fait pour les unités de masse, là pour l'exercice 4, on va le faire aussi pour l'exercice 5 et les unités de volume et capacité. Voilà, je l'ai déjà rempli. C'est exactement le même principe. Je rappelle juste une chose, quand vous parlez en mètres cubes, quand on passe des mètres cubes au décimètre cube, il faut multiplier par 1000. D'où les 3 colonnes. Comme ça, quand je rajoute des zéros, eh bien je rajoute 3 zéros, c'est comme si je multipliais par 1000 pour passer par exemple des mètres cubes au décimètre cube. Ici, le chiffre des unités, le 0 des unités, il vient dans la colonne la plus à droite par rapport aux unités de volume. Pour les unités de capacité, on s'en moque, puisque j'ai bien à chaque fois une unité par colonne. Mais pour les unités type mètre cube ou décimètre cube, si je prends par exemple la 753 décimètres cubes, le 3 c'est le chiffre des unités, il va dans la colonne qui est la plus à droite. Donc ce qui montre aussi que 753 décimètres cubes, c'est aussi 753 litres. Voilà, c'est la définition même du litre. Je vous laisse donc encore une fois travailler avec ces valeurs, enfin retrouver ces valeurs, travailler avec ces tableaux, le remplir et essayer de refaire. À partir du moment où vous refaites sans faire de faute, eh bien c'est que vous avez compris le principe. Voilà, je vous souhaite bon courage pour le contrôle de ce vendredi et je vous fais aussi une vidéo pour expliquer les exercices sur les mélanges et tout ce qui concerne la saturation.